Merci au SCFP pour l'invitation. Le titre de la présentation ce matin, Lumière, mouvement et chaleur, la croisée des chemins d'Hydro-Québec, c'est bien parce que, avec la présentation de Jean-François Blain, très bien mis la table pour comprendre de quelle croisée des chemins ce dont il est question aujourd'hui. Un chemin entre une capture ou un détournement de la transition à des fins de développement économique par et pour le secteur privé, ou un autre embranchement qui est celui d'une capacité de planification publique de la production d'énergie au Québec et aussi de la transformation de son économie. Dans cette croisée des chemins, Hydro-Québec est bien entendu un élément pivot qui va déterminer où est-ce qu'on va aller. Puis ça, la CAQ, le gouvernement l'a très bien compris, d'où son assaut récent dont on est témoin aujourd'hui. Alors, le plan de la présentation, on va d'abord de présenter la conjoncture de façon plus générale sur la dynamique économique, écologique qui explique l'essor du marché, l'essor de la production, de l'augmentation de la production d'électricité privée. Ensuite, on va faire un bref tour d'horizon de cette fameuse croisée des chemins. On va analyser les acteurs, les principaux acteurs qui pèsent dans les rapports de force à l'œuvre, qui vont à terme déterminer quel embranchement on va emprunter pour le futur énergétique et écologique du Québec. Finalement, on va conclure avec mon introduction qui est celle de bien comprendre cet enjeu de capture ou de réalisation de la transition qui se présente à nous, c'est-à-dire de rapporter les enjeux très concrets et ciblés qu'on fait face à Hydro-Québec à la dynamique générale de transition écologique ou de sa capture à des fins de nouveaux cycles de développement économique qui va d'abord bénéficier au secteur privé. Alors, d'abord, la conjoncture, c'est celle de la sortie des énergies fossiles. Ça, c'est vrai à l'échelle mondiale. Pour se sortir des énergies fossiles, l'électrification est à l'heure actuelle la stratégie dominante. Le problème avec l'électrification, j'apprends personne ici que l'électricité n'est pas une énergie primaire, c'est une énergie secondaire. On ne peut pas extraire de l'électricité comme on extrait des combustibles fossiles. Ça prend une source d'énergie primaire pour produire l'électricité. Et le problème, c'est qu'à l'échelle mondiale, l'électricité demeure produite à 75% par des sources non renouvelables. Il y a encore 62% de l'électricité qui est produite dans le monde qui est faite à partir de charbon, de gaz naturel principalement, du nucléaire, puis un maigre 25% qui est issu de sources renouvelables. Le Québec, lui, est en avance. On sait, presque 100% de l'électricité produite au Québec ici est issue de sources renouvelables. Et dans cette course mondiale vers l'électricité issue de sources renouvelables, c'est pas la même chose que l'électricité tout court, dans cette course mondiale vers l'électricité issue de sources renouvelables, le Québec devient tout d'un coup un centre d'intérêt majeur dans cet effort de transition. Ça ouvre à des nouvelles perspectives d'exportation de l'électricité au Québec, qui à ce jour était contenue à une dynamique continentale. On exporte, on fait des échanges d'électricité, on exporte notre électricité à nos voisins du Sud, on le sait bien. Mais à partir du moment où la valeur économique de l'électricité issue de sources renouvelables est en augmentation du fait de la transition
et de la substitution des énergies fossiles, bien, des technologies de stockage déjà connues, comme l'hydrogène vert, ça fait longtemps que ça existe, mais le contexte économique n'était pas réuni pour donner à cette filière une valeur économique qui permettrait son échange commercial. Aujourd'hui, on assiste, les conditions écologiques et économiques sont réunies de sorte qu'il y a une nouvelle pression au Québec vers une exportation pas seulement continentale, mais mondiale, avec le transport de l'hydrogène vert issu de l'électricité, de l'électricité ou de l'énergie éolienne, le transport par bateau sur les marchés mondiaux. Ça, c'est une pression qui explique en partie cette question de production supplémentaire et aussi d'investissement privé dans la filière de la production d'électricité au Québec, qui n'a jamais, vous le savez bien, fait l'objet d'un monopole de production. Ça, c'est la production d'électricité aux États-Unis par source, c'est la même dynamique. Encore 80% d'électricité aux États-Unis qui est produite de sources non renouvelables. La deuxième conjoncture qui fait suite à la première, en amont, la production de l'électricité, se substituer vers une production d'électricité de sources renouvelables. En aval, maintenant, c'est dans cette stratégie d'électrification, si on parvient de l'électricité mondiale, donc renouvelable, l'électrification, c'est de demander à l'électricité d'occuper des créneaux qu'elle n'occupait pas jusqu'alors. De l'énergie, en général, c'est trois formes, trois manifestations. L'énergie, c'est ou bien de la lumière, ou de la chaleur, ou du mouvement. À ce jour, 100% de la lumière, on pourrait dire, est fournie par de l'électricité, renouvelable ou non renouvelable. La chaleur, c'est principalement les énergies fossiles à l'échelle mondiale. Le Québec est à ce titre une exception. Et le mouvement, c'est un hybride entre énergie fossile, bien sûr, pour les transports, mais aussi électricité dans le secteur manufacturier, qui génère du mouvement avec des moteurs électriques de puissance variée. Dans la conjoncture en aval, dans les nouveaux créneaux qu'on demande à l'électricité d'occuper en substitution des énergies fossiles, le mouvement est un des créneaux majeurs, des créneaux structurants en les systèmes de mobilité dans le monde. On se dirige vers une fin des voitures thermiques et des voitures électriques. C'est une pression supplémentaire exercée sur la production d'électricité à l'échelle mondiale et tout particulièrement au Québec dans un contexte où 100% de l'électricité est issue de sources renouvelables. Dans ce contexte-là, l'exportation d'électricité du Québec obtient un intérêt supplémentaire, que ce soit l'électricité sous sa forme même, par de l'hydrogène ou par des infrastructures de transport, ou on peut exporter aussi de l'électricité par électricité incorporée. Ça, c'est ce qu'on fait au Québec beaucoup avec le secteur manufacturier. Quand on exporte une marchandise qui a été produite à partir d'énergie électrique renouvelable, on exporte de l'électricité incorporée. Le dernier épisode à ce titre qu'on a assisté au Québec, là, dans la grande histoire, c'est celui de GNL Québec. GNL Québec, c'était essentiellement ça. On s'apprêtait à passer à deux doigts, de prendre les 2 tiers de la remède pour l'incorporer dans du gaz naturel sous forme d'énergie de réfrigération et l'exporter sur les marchés internationaux dans un contexte où le gaz naturel exporté, liquéfié à partir d'électricité renouvelable aurait eu une valeur économique supérieure à du gaz naturel
liquéfiés à partir de gaz naturel. De cette conjoncture-là, cette croisée des chemins, les acteurs qui sont en jeu au Québec, qui œuvrent dans cette croisée des chemins, de cette nouvelle conjoncture de transition écologique et du devenir critique ou du devenir stratégique de l'énergie électrique du Québec, je vais passer en revue 4 acteurs qui poussent dans une certaine direction, chacun à leur manière. D'abord, le gouvernement du Québec et la haute direction d'Hydro-Québec, je les ai fusionnés. Ensuite, Énergie, la filière du gaz naturel au Québec. Les entreprises privées du secteur de l'énergie et grands consommateurs industriels. Finalement, conclure avec la société civile et le mouvement écologiste. Décrire chacun de leurs rapports propres en fonction de leurs intérêts et de leurs visées à Hydro-Québec. Le gouvernement du Québec et la haute direction d'Hydro-Québec. On a toujours ce mythe-là du Québec sur le plan de son électricité. Le Québec, faire du Québec l'Arabie saoudite de l'électricité. Ça fait longtemps qu'on entend ce terme-là. Avec la conjoncture que j'ai présentée plus tôt, on peut argumenter que les conditions économiques et écologiques n'ont jamais été aussi proches ou réunies pour que ce rêve de faire du Québec l'Arabie saoudite de l'électricité se réalise. Et ça, le gouvernement de la CAQ l'a très bien compris. Ce qu'on voit à l'écran, c'est, si on entre dans leur imaginaire sur le plan du développement économique, on peut le décrire par le cercle vertueux de la vision néolibérale du développement économique pour ouvrir des nouvelles perspectives de développement économique et industriel du Québec à partir de cette conjoncture où l'énergie électrique du Québec devient une ressource stratégique et est une carte de visite pour attirer des investissements privés en capitaux très importants. Bien, la première étape, c'est d'augmenter la production d'électricité. Et pour ce faire, dans leur esprit, il faut libéraliser le marché, il faut augmenter la production privée d'électricité. Ensuite, cette disponibilité supplémentaire d'électricité va permettre son exportation, que ce soit par hydrogène vert ou exportation d'électricité importée, des produits manufacturés qui auront été fabriqués à partir de l'énergie électrique renouvelable du Québec. Nordvolt est un exemple. On va exporter des composantes de batteries qui auront incorporé de l'électricité, ce qui va diminuer le bilan carbone de cette marchandise. Et dans un contexte où, en termes économiques, là, la valeur d'une marchandise sera inversement proportionnelle à sa quantité de carbone qui a été requis pour la produire. Une marchandise qui a moins de carbone a une plus grande valeur, et ce qui explique pourquoi est-ce que tant d'entreprises veulent s'installer au Québec pour ça. Cette boucle va, de façon vertueuse, attirer plus d'investissements privés qui pourront se traduire en une augmentation de la production d'électricité et ainsi de suite. La première chose à dire par rapport à ça, c'est que ce modèle-là peut très bien se réaliser si on prend la case du haut, augmentation et libéralisation de la production privée d'électricité, ce dont il est question ces jours-ci. Ce modèle-là peut très bien se réaliser avec un modèle public, en conservant un modèle public intégral. Parce qu'on peut dire que les 60 dernières années du Québec et au-delà, le modèle de développement économique du Québec a été celui-ci. On a, avec notre énergie électrique publique, attiré des investissements privés, généré des exportations d'électricité ou d'électricité incorporée. Fait que ça, c'est la première critique
au cercle vertueux de la vision néolibérale du gouvernement de la CAQ en matière d'électricité, c'est qu'on n'a pas besoin de libéraliser le marché de l'électricité pour poursuivre cette vision du modèle de développement. Ensuite, la deuxième critique, celle-là, elle est plus majeure, c'est que, de façon contraire à cette roue auto-renforçante de ce cercle vertueux, ben, il y a un cercle vicieux qui contribue à ralentir cette vision du développement. D'abord, lorsque on verse dans l'augmentation et la libéralisation de la production privée d'électricité, la présentation de l'IREC a été éloquente en la matière, ben, on aboutit à une appropriation privée des bénéfices et, à terme, un appauvrissement sur le plan de la richesse collective. Cet appauvrissement nous rend plus dépendants. Donc là, on tourne en sens contraire, on va vers l'attraction d'investissements privés. Puisqu'on est plus appauvri, on est plus dépendant des investissements privés parce que les capitaux sont privatisés. Cette privatisation des bénéfices par cet effort d'attraction d'investissements privés aboutit à une perte de contrôle économique et politique de notre développement économique. Puis ça, c'est le fait de la plupart des économies avancées, des économies industrielles avancées du monde. La production économique est verrouillée ou est sous contrôle dans le secteur privé qui a bénéficié de cette logique d'appropriation privée des bénéfices et d'appauvrissement de la richesse collective. Ensuite, la perte de contrôle économique et politique génère, puisque c'est une industrie, un secteur privé déréglementé, là je parle de l'économie en général, ben on aboutit à une accumulation de passifs environnementaux. Ça, c'est peut-être l'élément qui est de nature à le plus ralentir ou interrompre le cercle vertueux de la vision néolibérale de l'économie, c'est que le secteur privé est à ce point laissé à lui-même qu'on est aujourd'hui face à une crise écologique sans précédent. Principal passif environnemental, c'est notre atmosphère qui est saturée en gaz à effet de serre et qui pousse, qui nous oblige à revoir notre modèle économique dominant qui repose sur deux jambes. La première, les énergies fossiles, et la seconde, qui est performée, qui est laissée aux mains du secteur privé. Dans ce contexte-là, lorsqu'on cherche à interrompre, pour des considérations tant écologiques qu'économiques, ce cercle-là, si on prend par exemple l'industrie automobile. L'industrie automobile en ce moment est en crise parce que l'accumulation de passifs environnementaux est telle qu'on remet en question sa légitimité, sa possibilité, donc elle doit se renouveler. Et pour ce faire, elle va s'électrifier. Mais ce faisant, là, je ne ferai pas ici le procès de Nordvolt, mais on s'embarque dans un autre cercle vertueux où, sous couvert de transition du secteur des transports, on se dirige vers un nouveau cycle d'accumulation de passifs environnementaux, sur le plan minier, en premier lieu, un nouveau cycle de perte de contrôle économique et politique. Les voitures qui vont sortir de Norvolt, de Volvo, là, ils auront quelle taille? On ne sait pas. Quels seront leurs poids? Non plus. Une déréglementation de l'industrie des transports. Tout ça aussi qui conduit, puis c'est le but premier, à une appropriation privée des bénéfices qui nous empêche, qui nous dépossède des leviers financiers, publics, pour nous-mêmes impulser un nouveau cycle vertueux sur le plan écologique et économique à une économie déréglementée qui arrive au bout d'elle-même sur le plan écologique. Le deuxième
Ah oui, puis dans la vision de la CAQ, là, ce cercle vertueux-là auquel on enjoint Hydro-Québec de participer, ultimement, à terme, c'est de viser, financer des baisses d'impôts et rattraper l'Ontario sur le plan de la richesse, sur le plan de la productivité. C'est ça, à terme, qui est la vision tunnel de la CAQ. Le deuxième acteur, Énergir. C'est quoi le rapport de Énergir à Hydro-Québec? Bon, il est historique. On va retourner pour ce faire en 1996. Je vais vous lire la citation à l'écran. C'est tiré du rapport annuel de gaz métropolitain. Ce gaz naturel est aussi en concurrence avec l'électricité dans des systèmes biénergie, où un appareil électrique a été ajouté à un système existant de chauffage au gaz naturel. Le tarif d'électricité en mode biénergie a été temporairement réduit de 25 %. La biénergie, ça ne date pas d'hier. Elle était pratiquée par Hydro-Québec dans une perspective de concurrence des parts de marché du chauffage à Énergir. Hydro-Québec a déjà concurrencé pour sortir le gaz naturel du chauffage résidentiel, dans une moindre mesure aussi commerciale. Puis ça peut nous paraître un peu anachronique, parce qu'on assiste aujourd'hui plutôt à une symbiose entre Énergir et Hydro-Québec. Le rapport annuel de 1997 de Gaz métropolitain. Il y a lieu de signaler que le fournisseur d'électricité a mis fin à une réduction de 25 % qui était appliquée au tarif biénergie depuis quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre 1996, où Hydro-Québec concurrençait Énergir, et 1997. C'est une question quiz là, pour ceux qui auraient une mémoire. Merci Jean-François. Ça commence par André et ça finit par Camille. Il y a eu un processus de pacification de la relation entre Hydro-Québec et Énergir à deux fins. La première, c'est qu'au gouvernement, on a compris que plus que l'électricité, en fait, l'énergie en général est un levier de développement économique. Puis, la disponibilité d'un gaz naturel abordable au Québec est primordiale pour la vision du développement économique du gouvernement. Lorsque Hydro-Québec concurrençait Énergir, c'était dangereux, parce que ici, on est familier avec le concept de spirale de la mort. Lorsqu'on sort le gaz naturel du secteur résidentiel et qu'on tente de corriger cette anomalie historique générée par Énergir, on met en péril l'équilibre tarifaire de Énergir pour principalement ses tarifs industriels. Parce qu'on amortit le coût du réseau d'Énergir sur un bassin inférieur de consommateurs, en le retirant du résidentiel. Puis ça, Énergir, ça fait longtemps qu'ils ont compris que la survie d'Énergir dépendait de sa capacité à nouer une relation de coopération avec Hydro-Québec pour éviter que, ça c'est le grand mur d'Énergir, c'est que 79 % de son volume de gaz distribué est potentiellement électrifiable. Ça, Énergir, ça fait longtemps qu'ils le savent. Et qu'en ce sens, on doit convaincre le gouvernement que la décarbonation de l'économie doit se faire à une jambe. Le pétrole, il n'y a pas le gaz naturel. Évidemment, on comprend que c'est un échec écologique. Puis à ce jour, avec ce phénomène de porte tournante et aussi de, je ne sais plus combien de lobbyistes Énergir enregistrent auprès du gouvernement, ça pèse fort à l'interne
pour faire comprendre au gouvernement que le gaz naturel est aussi une ressource critique pour un certain développement économique du Québec. Donc, pour Hydro-Québec, Énergir devient un danger sur le plan de la légitimité d'Hydro-Québec de prétendre à une transition écologique. Lorsqu'on accouche du système de biénergie, par exemple, ça devient dur pour Hydro-Québec et ceux qui s'en réclament de prétendre à une transition énergétique, à une transition écologique réussie. Prochain acteur, juste un instant pour revenir là, sur la filière du gaz naturel. En fait, c'est un des plus grands dangers par rapport à la coopération envisagée entre Énergir et Hydro-Québec. Pour Énergir, il s'agit aussi de s'approprier une partie de la disponibilité d'électricité au Québec pour l'injecter dans son réseau, sous forme de e-gaz ou d'hydrogène, par exemple. Fait qu'il y a une partie de l'électricité du Québec et de l'électricité future disponible qui va être détournée de la transition énergétique pour être intégrée dans le réseau d'énergie pour sauver son principal actif, son 12 000 km de conduite au Québec. Puis ça, c'est un danger pour Hydro-Québec si on la conçoit comme un outil de décarbonation de l'économie du Québec. Dans les entreprises privées du secteur de l'énergie, de façon générale, lorsque il existe une telle chose qu'un service public ou qu'une société publique, ce que ça implique dans une économie de marché, c'est qu'un service public, une société d'État, est d'abord et avant tout du point de vue des entreprises privées, une accaparation ou une monopolisation d'un certain marché. Dans le cas de l'électricité au Québec, de l'énergie, de l'électricité, on comprend que c'est un monopole sur la distribution, le transport, quasi-monopole sur la production. C'est des occasions d'affaires c'est des occasions d'affaires dont le secteur privé est tenu à l'écart. C'est pour ça que dans presque l'ensemble des sociétés d'État, on assiste toujours à des cycles d'assaut répétés du secteur privé pour briser le monopole. Dans le secteur de la santé, on le voit en ce moment, quand on a une RAMQ, quand on a des infrastructures publiques, un service public, c'est autant d'entreprises privées qui ne peuvent pas percer le marché de la santé et y tirer des bénéfices. Quand c'est la même chose avec la SAC, la SAQ, l'Auto-Québec, ou encore par rapport de façon un peu indirecte. C'est dans cet effort répété du secteur privé de briser les monopoles publics, lorsque ce dit secteur privé parvient à s'attirer les faveurs du gouvernement sur le plan de la vision, ce qui est le cas avec notre gouvernement actuel, le gouvernement va procéder de façon classique, toujours à la même stratégie, qui est d'asphyxier le monopole public. Il était question tantôt, plutôt en introduction, de dire que Hydro-Québec manque d'expertise. C'est fort le café. Il faut avoir du front pour pousser l'argument et l'appliquer à la troisième plus grande société d'hydroélectricité au monde. On voit la même chose aussi avec le secteur des transports. Bon, on apprend qu'au Québec, on n'a aucune expertise en transport. Pour les projets de transport en commun, on doit s'en remettre
à la CDPQ parce que au ministère des Transports, on ne dispose pas suffisamment d'expertise pour mener à bien des projets et qu'il faut donc aller chercher notre financement ailleurs, faire un montage bizarre avec la Caisse de dépôt et placement. Tout ça, c'est une asphyxie qui est organisée pour convaincre que le secteur privé est en mesure de mieux performer que le secteur public. C'est ce qu'on essaie de nous servir avec le réseau de la santé, puis c'est ce qu'on essaie de nous servir ces temps-ci avec l'électricité au Québec. Ça, c'est, disons, la perspective plus économique, rhétorique. Maintenant, matériellement, sur le plan des conditions pour l'essor des entreprises privées du secteur de l'énergie, il y a un élément nouveau qui date du budget fédéral de l'année dernière. Le plan de transition vers une économie propre du gouvernement Trudeau de 80 milliards de dollars qui consiste, grosso modo, dans des crédits d'impôt remboursables. On accorde 15 %, un crédit d'impôt remboursable de 15 % aux entreprises privées. Sauf qu'on dit aussi que les entreprises publiques peuvent aussi avoir accès à ce crédit d'impôt remboursable. Donc, les entreprises privées l'ont pour les infrastructures, pour la construction d'infrastructures d'électricité renouvelable. Ça, c'est un incitatif fiscal important qui explique, par exemple, le projet de TES Canada. Dans le budget en question, je cite un extrait, le budget présentait les crédits d'impôt remboursables de cette façon-là, en disant, je cite, « Il existe des milliers de milliards de dollars en capital privé qui attendent d'être dépensés en vue de bâtir l'économie propre mondiale. » La vision, c'est d'attirer des capitaux privés pour accomplir leur vision de la transition. Le budget fédéral de 2023, à l'époque, était piloté, entre autres, par un haut fonctionnaire du ministre des Finances du nom de Michael Sabia. Les milliers de milliards de capital privé qui attendent d'être dépensés en vue de bâtir l'économie propre mondiale, c'est la vision de la haute direction d'Hydro-Québec. Le crédit d'impôt remboursable de 15 % qui stimule les investissements privés de production privée d'électricité au Québec sont le fait de cette vision qui est partagée tant par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial que la haute direction d'Hydro-Québec, et ça explique bien les choses. Et à terme, ce que ça signifie, je ne m'étendrai pas là-dessus, ça a été très bien expliqué plus tôt, on parvient à une appropriation progressive des gisements inexploités par Hydro-Québec, puisque Hydro-Québec n'aurait prétendument pas l'expertise pour le faire. Le dernier acteur qu'on peut scinder en trois, population, mouvement écologiste et communauté autochtone. Si on commence par la population, le rapport à Hydro-Québec de la population, en premier lieu, c'est vis-à-vis des tarifs que la population paye, la population qui comprend qu'elle a accès à des tarifs plus bas, parmi les plus bas au monde. Mais ça va au-delà de ce simple rapport pécuniaire. C'est aussi, ça c'est pas négligé, un attachement au modèle public. La population comprend ce qu'est Hydro-Québec dans l'histoire du Québec et son arrangement institutionnel spécifique. On l'enseigne sur les bancs d'école. Je le mentionne parce que ça explique à ce titre la stratégie à ce jour de la CAQ dans le dossier de la libéralisation de l'électricité au Québec. La CAQ comprend qu'un discours explicite de dénationalisation, de privatisation n'est pas à son avantage, parce que la population n'acceptera jamais cette vision-là. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas de débat public,
Il n'y a pas de... On essaie de faire passer ça en vitesse, sans question qu'il n'y ait même pas de consultation là, dans le cadre de la commission parlementaire pour le faire. Une commission parlementaire sans consultation pour un projet de loi, c'est majeur. Ça, la CAQ le comprend très bien, que pour parvenir à ces visées de développement économique style néolibéral, elle doit se saisir en catimini d'Hydro-Québec. D'où l'importance que l'événement contient, qui est tenu ce matin. Pour le mouvement écologiste, d'abord, le premier rapport, le rapport, disons, naturel du mouvement écologiste à Hydro-Québec, c'est moins sur le plan de la production d'électricité que de l'utilisation, la demande. Historiquement, le mouvement écologiste s'est plus intéressé à la demande en électricité, en énergie, dans une perspective de, puis c'est le terme qui est de plus en plus mis de l'avant, dans une perspective de descente énergétique. Pour accomplir la transition, il faut augmenter l'efficacité énergétique, puis aussi diminuer les besoins. Les Hummers électriques de ce monde, ce n'est pas une bonne idée du point de vue du mouvement écologiste. À ce titre-là, il faut politiser la demande, politiser le certain développement industriel électrique auquel on nous convie, par exemple avec Nordvolt. Je mentionne à ce titre une statistique rapide là, sur dans ce qui était mentionné plus tôt à propos de l'électrification de la forme mouvement de l'énergie. Chaleur, lumière, mouvement, dans l'électrification du mouvement qui est occupé par les énergies fossiles. À terme, l'Agence internationale de l'énergie prédit qu'en 2030, 90% des batteries qui seront produites dans le monde, 90%, vont être destinées à composer des automobiles individuelles. Moins de 3,5% des batteries qu'on va produire en 2030 vont propulser des autobus. Et vous voyez, pour le mouvement écologiste, lorsque on place des chiffres, des grandes projections d'augmentation de la production électrique, bien, il y a toujours cette notion de mise en garde, à savoir à quel type de demande est-ce qu'on convie cette électricité supplémentaire à servir. Le troisième acteur, les peuples autochtones, c'est important de mentionner que lorsqu'il est question d'augmenter la capacité de production électrique au Québec, public ou privé, il y a un avant puis un après Convention de la baie de Joliette. C'est majeur dans l'histoire du Québec au sens où cet acteur ne peut plus être ignoré comme ça a été le cas à l'époque coloniale, sans réserve. Parce que on parle ici d'une souveraineté sur le territoire et bien entendu une conservation des usages traditionnels qui animent et qui déterminent le rapport des peuples autochtones envers Hydro-Québec et les producteurs privés d'électricité. En conclusion, ce qui se dégage de la croisée des chemins d'Hydro-Québec, c'est ou bien une capacité de se saisir d'Hydro-Québec pour qu'elle réponde à une vision affairiste de l'économie, où la décarbonation et la transition écologique est présentée comme avant tout une opportunité d'affaires, une fenêtre de temps. Parce que la filière batterie, pour ne nommer que celle-là qui porte bien mal son nom en réalité, c'est l'industrie automobile. On la présente autrement, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile, on la connaît à Sainte-Thérèse, en Ontario, au Canada, c'est fort. 95% des voitures qui sont produites au Canada sont exportées. L'industrie automobile est très forte.
au gouvernement, on est très conscient que la fenêtre d'opportunité économique de la conjoncture d'électrification est une fenêtre temporaire. Les batteries, là, comme c'est parti, avec une absence de planification politique et économique et stratégique de l'utilisation des ressources rares que sont les minéraux, les batteries, c'est quelques décennies. Ce ne sera pas différent de l'industrie automobile thermique là, qui aura duré au plus un siècle. Ça va être la même chose là, pour les 90% de batteries destinées à propulser des voitures individuelles en 2030. Ça, c'est temporaire. Or, dans une vision de développement économique qui est aveugle à sa question de sa viabilité, on en fait fi. On fait fi de ce caractère temporaire de la transition auquel on nous convie, de l'économie électrique, et à terme, ce que ça implique, Jean-François Bain l'a bien expliqué avec les investissements énormes requis pour déplacer les énergies fossiles et arriver à une économie qui est durable. Et c'est qu'à terme, on peut rater la transition. Et le danger, c'est que si Hydro-Québec et la filière de l'électricité en général, si le gouvernement parvient à une augmentation de la production privée puis une libéralisation de la distribution, c'est qu'à terme, le danger, c'est que la filière de l'électricité, qui sera synonyme d'une plus grande destruction des écosystèmes, étant donné sa dépendance à l'extraction minière. L'électricité, ça prend des convertisseurs énergétiques comme des batteries. C'est qu'à terme, la filière de l'électricité va devenir le nouvel ennemi, le nouvel adversaire industriel, au même titre que le sont aujourd'hui, que sont désignées les grandes entreprises fossiles. C'est ça le danger. Le danger, c'est que le détournement économique d'Hydro-Québec versus les visées écologiques, le détournement économique fasse à terme perdre toute crédibilité à Hydro-Québec de prétendre à une transition écologique durable pour légitimer ses activités et sa croissance. Parce que ça, c'est sûr, pour accomplir la transition écologique, Jean-François l'a très bien expliqué, il n'y aura pas une augmentation de la production. Si cette augmentation de la production, de un, sous-tend une filière batterie, une filière minérale non durable, synonyme de destruction écologique et d'appropriation accrue du territoire, pour des résultats écologiques absents, ben, ça va être un cul-de-sac qui va être à refaire, une transition qui va être à refaire dans des conditions écologiques encore plus dégradées, parce qu'il restera moins de minéraux disponibles, pour ne nommer que ça, et encore moins de marge de manœuvre sur le plan du budget carbone, parce que ça va en prendre quand même du carbone pour bâtir plus de capacité de production électrique. Bref, à terme, la lutte qui est menée contre la libéralisation de l'électricité, l'augmentation de la production privée d'électricité, c'est à terme une nécessité pour conserver la capacité politique et économique de planification de la transition. Et si cette saisie, cette prise de possession d'Hydro-Québec à des fins de développement néolibéral est accomplie, à terme, c'est un échec tant économique, parce que ça va être un appauvrissement, et aussi écologique, qui est un échec dont on sait qu'il est à craindre.
Merci.